Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture hebdomadaire où il s'agit de parler des livres en cours de lecture, des livres que j'ai terminé de lire, des livres qui m'ont occupé, peut-être même des livres que j'ai essayé de lire ou de relire et que je m'apprête à abandonner. Ce sera un peu le cas cette semaine pour l'un des livres que je n'arrive pas à relire et que j'ai remplacé par quelque chose d'autre. Donc voilà le paquet de livres dont je vais parler. Il y en a 5 cette semaine. 5 livres lus ou en cours de lecture. 5 livres assez différents les uns des autres. Alors, je vais commencer par ce dont j'ai le moins envie de parler, ou du moins un livre qui me résiste, un auteur que je n'arrive plus à lire. Dans sa poésie, c'est Lamartine et les méditations poétiques. Enfin, j'ai relu, je fais l'exercice pour la poésie de la lire à haute voix. Et j'ai relu, donc, il y a quelque temps, les méditations poétiques. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ces nouvelles méditations poétiques. Et je dois vous avouer que ça me tombe des mains, cette lecture-là. Ça commence par l'esprit de Dieu. Alors peut-être je n'ai pas l'esprit assez mystique pour lire ceci, mais tout ça me paraît très daté et très ancré dans une poésie avec des codes, même des mots, du vocabulaire qui sonnent tellement vieille poésie. L'Aquilon, là, les vents, les zéphyrs et l'Aquilon, là, qui je dois l'avouer, me barbe un peu. Quand je la compare à d'autres poésies qui me parlent beaucoup plus, alors je me suis dit, bon ben, tant pis pour Lamartine, et je vais donc aller voir de la poésie qui essaye d'échapper à ces codes poétiques trop lourds et allège la poésie. Et s'il y a un poète qui allège la poésie, c'est sans doute Stéphane Mallarmé. Poésie dense, néanmoins, mais légère. Et j'ai donc commencé la relecture, là aussi de Mallarmé, d'ailleurs mon Mallarmé en poésie Gallimard. Les 2 livres sont dans cette collection-là. Il se démonte, ce qui veut dire que je l'ai beaucoup lu, plus que Lamartine qui se démonte un peu moins. Peut-être il y a juste la page du lac qui est un peu plus usée. Et puis ici, on a autre chose. Bon, ça c'est une question sans doute de un problème dans l'édition, mais c'est quasiment toujours le cas dans les poésies Gallimard. Ils se démontent, alors même que la poésie, c'est précisément le genre de littérature qu'on relit. Et bon, ça c'est des questions un peu matérielles, mais ça compte. Et puis donc Mallarmé, j'ai commencé donc dans ma petite série Relire, où il y a ma relecture de Julien Gracq, que j'ai laissé un peu de côté, pour justement prendre ces poésies de Mallarmé et me replonger notamment là dans la toute première poésie, Salut, rien, cette écume, vierge vert, etc. Ce poème-là qui d'emblée ouvre un monde à la fois mystérieux, mais où on se sent bien. Alors est-ce que je me sentirai toujours aussi bien dans Mallarmé en le relisant ? On verra. Je vais relire donc Mallarmé à petite dose, donc j'en reparlerai régulièrement, et surtout il y aura la petite vidéo, beaucoup plus courte que celle sur le rivage des Syrtes de Julien Gracq, où je ferai la lecture d'un poème avec quelques commentaires. La petite vidéo sur Salut, elle dure 5 minutes, donc je vous encourage à aller la regarder. Il y en aura peut-être des un peu plus longues, avec des poèmes un peu plus longs par la suite. Mais laissons la poésie de côté, ou du moins laissons la poésie dans le sens d'un genre défini, car il y a beaucoup de poésie dans ce roman que j'ai commencé à lire,
qui s'appelle « Une heure de ferveur » de Muriel Barbery. J'avais lu d'elle déjà le roman qui précède, « Une rose seule », qui a été publié en 2020, alors que celui-ci est donc plus récent, même s'il parle d'événements antérieurs. En lien avec le précédent Une heure de ferveur, c'est 2022. Et on entre dans le Japon. Dans un Japon dont on sent que Muriel Barbery s'en est imprégnée. Je crois qu'elle a vécu au Japon, qu'elle a, je crois, écrit même au Japon. Ce livre-là, le précédent. Et le personnage principal est un certain Haru, qui est le père de Rose. Rose, c'était le personnage principal de Une rose seule, qui est cette femme ayant vécu toute sa vie, sa jeunesse en France, mais qui a un père japonais et qui découvre ce père après la mort du père, qui est évidemment Haru. Haru, qui est un personnage en creux dans le roman précédent, Une rose seule, alors que c'est le personnage principal de ce roman-là, Une heure de ferveur, alors que Rose est un personnage, là aussi, en creux. Cette fille qu'il a eue avec une Française, il ne l'a jamais vue, c'est le contrat, si vous voulez, qu'il a signé avec la mère de Rose, qui est repartie en France et qui lui a demandé de ne jamais voir sa fille, ce qu'il a fait, même si, grâce à la fortune importante qu'il avait, il a connu beaucoup de choses de la vie de sa fille. On lui envoyait des photos depuis la France, des informations sur elle. Et le lien est resté, même s'ils ne se sont jamais vus. Et on entre dans la vie de ce Haru avec cette histoire-là, mais aussi son rapport avec beaucoup d'autres personnages. Et son rapport à la vie, c'est un marchand d'art, quelqu'un qui est sensible à l'art, aux montagnes d'où il vient, mais qui en même temps fait du commerce et qui mène une vie assez monotone tout en étant festive, avec des moments aussi où on se retire dans la nature et où on contemple, et puis il y a la mort qui rôde à certains endroits. Il y a vraiment dans ce livre-là quelque chose qui me paraît, même si c'est une impression d'occidental, qui me paraît très japonais. Alors peut-être justement parce que Muriel Barbery est une occidentale, une française qui nous parle à nous autres aussi occidentaux avec l'image qu'on se fait du Japon, mais peut-être en l'approfondissant. Est-ce qu'un japonais aurait écrit la même chose? Ça, je n'en sais rien. Mais je trouve qu'il y a quelque chose vraiment qui donne envie de trouver cette sorte de calme du Japon, d'un certain Japon sans doute, parce qu'il y a d'autres images de ce pays-là. Alors je vais peut-être lire justement une page où il est question de la culture japonaise après le départ de la mère de Rose, et qui s'appelle Maud, et le fait que Haru se retrouve seule et se retrouve au Japon alors qu'elle est en France, sa fille. À proportion de l'éloignement de son enfant étrangère, Haru cherchait dans sa propre culture des racines nouvelles. La plus grande des portes invisibles, celle qui menait aux autres, portait le nom du thé. C'est la fameuse cérémonie du thé, si importante au Japon et qui, pour un occidental, est tout à fait étrange. Haru voulait bien marcher sans relâche, à condition que ce fût sur des pavés arrosés d'eau pure. L'existence devait être un chemin parcouru
d'ondées et surmontée de transparences mouvantes. Dans la fraîcheur et sous les éclats de lumière, ondoyait un territoire où l'on adorait la beauté et croyait en l'esprit. Or, à Takayama, il savait où et avec qui franchir cette porte. Il longea la rivière, s'engagea dans une piste sous les arbres, se gara sur le côté et continua à pied. On entendait le torrent et le murmure du vent dans les pins, les raies de soleil au travers des branches avaient un tremblé de vitrail. La cabane apparut, le toit de chaume, la galerie de bois, le potager en bordure de courant, et planant au-dessus du tout, une atmosphère de solitude et de force. C'était novembre, et sur l'autre rive, les feuilles d'un jaune érable prenaient leur envol, rouges et légères, neuves et déjà mourantes. Il n'y avait personne. Haru alla à la rivière, s'assit sur la galerie en surplomb des plants de courge et des feuilles de shiso, s'absorba dans la course des rapides. Un bruit le tira de son songe, et Jiro, sortant du bois, le rejoignit sous l'auvent et lui fit signe d'entrer. En ville, le vieil homme avait une boutique d'antiquités où se côtoyaient pouilleries et trésors. Sur sa montagne, il gouvernait un royaume de dénuement et de grâce. Voilà, il y a quelque chose qui fait beaucoup de bien dans cette écriture-là, je trouve. Il y a quelque chose... Même si on nous raconte des choses dures, ce père séparé de sa fille, et puis il y a tout un chapitre que je viens de terminer ici, où il est question de 4 morts, des proches de Haru qui, l'un après l'autre, décèdent, parfois de manière assez brutale. Il y a un jeune homme qui se suicide, etc. Donc, des thèmes durs, mais avec cette consolation peut-être de la nature ou de la culture japonaise. Donc c'est un très beau livre et je vais le terminer, je vais entrer dans un chapitre qui s'appelle « Ailleurs ». Où cela va-t-il m'emmener ? Je ne sais pas encore, mais je vais suivre ce chemin-là. Et puisqu'on a voyagé au Japon, on va revenir un peu vers chez nous, mais pas trop, puisque je vais parler de Solzhenitsyn et le pavillon des cancéreux, un livre que je viens de terminer, gros pavé, qui raconte cette vie des cancéreux dans un hôpital en URSS, dans les années 1950, après la mort de Staline, période de transformation dans ce pays-là, où notamment ceux qui avaient été envoyés au goulag peuvent, pour certains d'entre eux, revenir, mais souvent sont relégués. C'est-à-dire qu'ils peuvent quitter le goulag, mais doivent vivre dans certaines régions et ne peuvent pas aller n'importe où dans l'immense territoire qu'est l'URSS. Et où on se situe exactement dans ce pavillon des cancéreux, c'est pas forcément extrêmement simple à le déterminer, dans un lieu qui n'est pas un centre. On n'est ni à Moscou, ni à Leningrad, comme on disait à l'époque. On est quelque part plus proche de l'Asie. On a la présence de personnages issus de ces pays d'Asie centrale, des Ouzbeks par exemple, assez fréquemment. Et puis, on suit certains personnages de manière un peu plus directe, notamment un personnage qui s'appelle Kostoglotov, et qui est un ancien déporté qui se retrouve avec le cancer, et quasiment le fait d'avoir le cancer le sauve, d'autant plus que le traitement qu'il subit a l'air de fonctionner et qu'il peut quitter, à la fin du livre, le lieu, le pavillon des cancéreux. Et on a une
très belle scène vers la fin où il découvre la ville en homme libre, enfin, en homme libre et pas trop malade. Et, et il a rendez-vous où il a des possibilités d'aller dormir chez deux femmes, une infirmière et une médecin qui le soignait. Il hésite, il ne sait pas trop s'il va y aller ou pas. Et puis il découvre la ville, la nourriture et le zoo parce qu'un autre de ses j'allais dire co-détenus, mais de ses co-malades, va lui demander d'aller au zoo. Et la description du zoo vers la fin du livre est très intéressante. On parle à la fois des animaux, mais aussi des humains et des malades. Et tout d'un coup, on pense aux camarades restés sur leur lit d'hôpital. Passant devant l'élan mélancolique, plus que tout autre privé ici d'espace pour sa course, devant le zébu sacré des Indiens, devant le lièvre agouti doré, Oleg, c'est donc Kostoglotov, remonta en direction des singes, cette fois-ci. Près des cages, enfants et grandes personnes s'en donnaient à cœur joie, nourrissaient les singes. Kostoglotov poursuivait son chemin sans un sourire. La tête nue, comme s'ils avaient tous été passés à la tondeuse, mélancoliques, s'adonnant sur leur banquette aux joies et aux peines primaires, il lui rappelait vivement de nombreuses connaissances, au point qu'il en reconnaissait certains, qui encore aujourd'hui se trouvaient en quelque prison. Le zoo, évidemment, est une prison. Aujourd'hui, on a pas mal de gens qui contestent la mise sous cage des animaux dans les zoos. Et ici, il y a déjà ce lien qui est fait, évidemment, par quelqu'un qui a vécu au goulag, qui a vécu dans des prisons, et qui a connu beaucoup de gens dans des prisons, et ces singes lui rappellent des personnages concrets. Et en l'un des chimpanzés solitaires, aux yeux lourds, dont les bras pendaient entre les genoux, Oleg crut reconnaître aussi Chouloubine. C'était tout à fait sa pose. Chouloubine, c'est un autre malade du pavillon des cancéreux, qui lui est très gravement malade. D'ailleurs, juste après, on nous dit, par cette chaude journée lumineuse, Chouloubine, sur son lit, se débattait entre la vie et la mort. N'attendant rien d'intéressant de sa visite au singe, Kostoglotov passait rapidement et était même sur le point de prendre un raccourci lorsque, sur une cage éloignée, il aperçut un avis que quelques personnes étaient en train de lire. Il les rejoignit. La cage était vide. À l'emplacement habituel, un écriteau indiquait « Macaque Rhésus ». Et un avis écrit à la hâte et fixé à la plaque disait « Le singe qui vivait là est devenu aveugle par suite de la cruauté insensée d'un visiteur. Un méchant homme a jeté du tabac dans les yeux du macaque Rhésus. » Et ce fut le choc. Jusque-là, Oleg avait déambulé avec le sourire condescendant de celui qui en a vu d'autres. Mais là, on avait envie de se mettre à glapir, à hurler, à ameuter tout le parc, comme si on avait soi-même du tabac plein les yeux. Pourquoi ? Simplement comme ça ? Pourquoi sans raison ? Plus que toute autre chose, c'était cette simplicité enfantine de la rédaction qui serrait le cœur, de cet inconnu qui était parti impunément. On ne disait pas qu'il était anti-humanitaire, on ne disait pas que c'était un agent de l'impérialisme américain, on disait seulement qu'il était méchant. Et c'est cela qui était frappant. Pourquoi donc était-il tout simplement méchant ? Enfant, ne devenez pas méchant en grandissant, ne faites pas de mal à ceux qui ne peuvent pas se défendre. La vie avait été déjà lue et relue, mais grands et petits restaient là et regardaient la cage vide. Cette scène-là, de la méchanceté, la simple méchanceté humaine, indépendamment de l'idéologie communiste
qui évidemment est traité. On a des personnages qui ne peuvent penser, qui ne peuvent parler dans ce roman-là qu'avec les mots du parti, les mots de ce qu'on a appelé la nomenclature, la nomenclature. Je ne sais pas exactement si c'est une traduction précise, mais cette idée qu'au fond, il y a un langage pour dire les choses, et le mal, c'est pas juste le mal, c'est l'impérialisme américain. Évidemment, ici, l'impérialisme américain, quand on jette du café contre un animal, on ne voit pas trop ce qu'il vient faire là. Et donc à la fin de cette histoire-là, après cette visite du zoo, eh bien, Kostoglotov peut enfin partir. Et ce qui est intéressant, c'est que cette scène-là, c'est quasiment, ou c'est même précisément, aussi la toute fin du livre. Il est dans un train, il rentre chez lui, même s'il n'a pas vraiment de chez lui, mais il quitte les lieux où se sont passées toute cette histoire-là. Le train roulait et les bottes de Kostoglotov, comme privées de vie, dodelinaient au-dessus du couloir, les bouts tournés vers le bas. Un méchant homme avait jeté du tabac dans les yeux du macaque Rhésus. Pour rien. Simplement comme ça. Et on voit bien que cette victime du système, il s'identifie à ce macaque Rhésus. Donc un livre assez puissant que Le pavillon des cancéreux de Solzhenitsyn, qui évidemment mériterait de plus amples commentaires. J'ai corné plein de pages que j'aurais pu lire ici, mais ce n'est pas le lieu. Mais voilà, on entre vraiment à la fois dans l'humanité des gens et puis dans ce système qui broie cette humanité, alors même qu'il y a des gens qui continuent à la défendre, notamment les médecins, qui sont d'ailleurs très souvent des femmes dans cette histoire-là. Bref, c'est un livre assez puissant quand même, que Le pavillon des cancéreux de Solzhenitsyn. Et puis pour terminer cette vidéo, de manière un peu paradoxale, je vais parler des écrans pour en dire du mal, alors même que tout se passe ici par l'intermédiaire d'un écran. Mais c'est une question qui aujourd'hui est quand même extrêmement importante, que notre rapport aux différents écrans qui peuplent nos vies, et à partir de quand on se trouve trop pris par les écrans, à partir de quand ils sont utiles. Et il y a quand même des problèmes très graves liés à ceci, notamment pour les enfants et les gens qui sont en formation. Et donc j'ai lu ce tract, ce petit livre ici qui s'appelle « Écran, un désastre sanitaire, il est encore temps d'agir » de Servane Mouton, qui est une neurologue et neurophysiologiste et qui a coprésidé la commission sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans, qui a rendu un rapport en 2024, donc en France, et le rapport s'intitulait « Enfants et écrans à la recherche du temps perdu ». Si on pouvait permettre aux enfants, ou peut-être les enfants c'est un peu tôt, mais aux jeunes, aux gens, n'importe qui, de quitter un moment les écrans pour aller lire La recherche du temps perdu, ce serait quand même un succès extraordinaire. Mais c'est un livre ici qui est quand même assez inquiétant, parce qu'il relève beaucoup de points, notamment liés à la santé. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de santé assez importants, que ce soit des troubles visuels qui sont décrits, puis les effets délétères de la sédentarité, quand on quitte plus sa petite cage, comme le macaque Rhésus, enfin, ici, l'image du café jeté à
à la figure du macaque, elle est peut-être tout aussi présente ici, ces écrans ou ces réseaux parfois gérés d'une manière peu bienveillante envers les personnes qui les utilisent, peut-être bien qu'il y a un peu le même effet. Les altérations du sommeil, ça c'est un élément aussi important, le développement neurologique et socio-émotionnel, donc elle développe tous ces points de manière assez brève, puisqu'on est dans un livre très court, alerte aussi sur la santé mentale, par exemple. Depuis une dizaine d'années, écrit Servan Mouton, depuis une dizaine d'années, on observe une détérioration inquiétante de la santé mentale chez les 11-25 ans, particulièrement les filles. Selon Santé publique France, 20 à 25% des collégiennes et des collégiennes de 4e et 3e et des lycéennes sont à haut risque de dépression. Un quart des lycéennes expriment des pensées suicidaires et 15% des lycéennes rapportent avoir fait au moins une tentative de suicide. Les réseaux sociaux sont pointés du doigt depuis quelques mois, notamment aux États-Unis avec le rapport à charge du médecin en chef de la santé publique, mais aussi par un rapport d'Amnesty International. Le taux d'utilisateurs dit problématique oscille selon les estimations entre 5 et 10%, soit entre 250 000 et 500 000 individus en France et entre 230 et 459 millions d'individus à l'échelle mondiale. Comment négligerions-nous un tel phénomène? Selon une enquête en 2021, 86% des 8-18 ans étaient inscrits sur au moins un réseau, dont 58% des 11-12 ans. 45% des 11-12 ans sont inscrits sur TikTok, d'après l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM. Rappelons que les réseaux sociaux sont interdits avant 15 ans sans accord parental et à 13 ans avec recueil de celui-ci. Alors on pourrait se dire, oui, mais si les jeunes dépriment, est-ce que c'est vraiment la faute des réseaux? Et ensuite, justement, il y a évidemment le contenu de ces réseaux. Et puis, indépendamment de ceci, des effets délétères. Indépendamment des contenus, les réseaux sociaux favorisent anxiété et dépression via la dette chronique de sommeil, induite par l'écran le soir, avant l'endormissement et pendant la nuit. Donc on voit ces troubles du sommeil, ce problème qui est physique a des influences au niveau mental. Et puis, elle développe d'autres points qui sont inquiétants, notamment la question de l'économie qu'il y a là derrière, où au fond, ceux qui en bénéficient vraiment sont des gens ultra riches aujourd'hui, sont les gens les plus riches du monde aujourd'hui, et il y a très peu d'égalité là-dedans. Il y a des gens qui font d'énormes profits avec ceci, et d'autres, pas beaucoup, ou pas du tout, ou qui, au fond, sont utilisés par d'autres pour faire du profit. Et puis, en plus de la question économique, il y a évidemment une question qui est très souvent négligée ou mise un peu de côté, qui est celle de l'environnement, qui est celle de l'écologie, là derrière. Et donc, là aussi, il y a un développement sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Le but, c'est de capter l'attention, et quand on est pris dans un écran, c'est difficile d'en sortir. Et puis, la question de l'anonymat en ligne, la question d'être addict ou non addict, et puis les fausses amies de l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes énormes causés par ces technologies-là à l'environnement, alors qu'on a souvent le discours inverse. On va trouver une technique encore plus efficace qui va nous permettre de réussir à régler les questions d'environnement, mais en fait, le monde numérique, le monde faussement dématérialisé, n'est pas bon pour l'environnement. Et ça, c'est une question aujourd'hui, à l'heure où les limites planétaires sont partout franchies, qui est essentielle. Alors, il y a la question de la régulation, extrêmement compliquée dans le monde actuel.
quelle responsabilité pour les États, beaucoup d'incohérences aussi. Et puis la question, moi qui m'intéresse le plus peut-être de par mon métier d'enseignant, l'éducation. Où au fond, la question c'est de questionner l'efficacité du numérique, c'est quelle place en classe. Et là, le discours est assez nuancé, mais au fond, pose la question de l'utilité réelle dans certaines classes de la présence d'écrans. Les écrans sont déjà trop présents dans la vie des enfants, notamment en dehors de l'école. Et si on en rajoute encore à l'école, on risque de se retrouver avec de gros problèmes d'attention notamment. Et puis la question du smartphone, qui n'est pas exactement la même que la question de l'ordinateur personnel ou d'ordinateur qui serait mis à disposition des élèves dans les écoles ou de tablettes, etc. Donc tout ça, c'est des questions finalement pas si simples que ça. Le smartphone, ce que je constate moi-même aussi, c'est qu'il est extrêmement difficile de lutter contre justement ces objets qui accaparent l'attention. Et dès qu'on a le smartphone avec soi-même, et ça c'est dit à une place, je ne sais plus exactement où, mais même si le smartphone n'est pas en train d'être utilisé, si on l'a là sur soi, il perturbe quand même l'attention. Et on va se dire, est-ce que j'ai pas reçu un message, etc. Alors que si on sait qu'il n'est pas à disposition, peut-être qu'on peut justement, pendant une période d'enseignement, de cours, être plus attentif. Donc voilà, toutes ces questions-là sont mises en avant. Beaucoup de questions. Solutions, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des solutions. Évidemment, il ne s'agit pas de bannir tout écran de la vie, mais je pense que c'est très important de se poser ce genre de questions avant de balancer tout dans le système informatique. Peut-être qu'on peut se demander qu'est-ce qui nécessite un écran, qu'est-ce qui fait que par l'écran, par le numérique, il y a une plus-value, et puis qu'est-ce qui fait que ça n'est pas forcément nécessaire. Alors j'espère que justement, ce que je raconte là, il y a une plus-value, de par ce que je communique, par la réflexion qui me permet, moi ça me permet de réfléchir moi-même, de faire un bilan hebdomadaire de mes lectures et qui me permet de mettre un peu d'ordre dans tout ce que je découvre. Et peut-être aussi permettre la réflexion chez d'autres. Et donc, pour l'instant, je continue à user des écrans. Je ne sais pas si ça va durer éternellement, si à un moment donné, je vais être complètement convaincu qu'il faut abandonner tous les écrans. Ce n'est pas encore le cas. Même si dans certaines circonstances, notamment à l'école, je suis de moins en moins convaincu par le bienfait, notamment de la présence des smartphones. Mais ça, c'est une question délicate. Voilà ce que je pouvais dire sur les livres de cette semaine. Et la semaine prochaine, on reviendra sur certains de ces livres, en tout cas sur L'heure de ferveur de Muriel Barbery. Et puis, il y aura sans doute de nouvelles choses. Au revoir et à la semaine prochaine.